On se retrouve, Jean-Louis Montagu. Bonjour. Bonjour, monsieur, comment déjà, monsieur Gadot, c'est ça? Oui, c'est ça. Dernière nouvelle, j'avais pas changé de pseudo. Depuis le temps qu'on se connaît, j'avais oublié votre nom. Mais oui, mais ça c'est Alzheimer qui commence. Et bonjour à nos auditeurs fidèles, mais puisque c'est c'est toujours ça. notre série palpitante. À chaque fois, il y a un Passionnante. nouvel épisode qui Surtout s'ouvre. qu'il y a toujours des invités Je qui sais ont même- plein de choses à nous apprendre et ça c'est bien. Je sais même plus combien d'épisodes. On le dit plus. On le dira. Non, on le dit plus. On le dit plus. Et on retrouve surtout, comme notre précédente émission, Jean-Paul Pichardy. Bonjour, Bonjour. ravi de vous retrouver. Oui, moi Parce que aussi. vous aviez, là, dans l'émission précédente, plein de choses à nous apprendre sur Ribérac, mais vous en avez encore d'autres à nous apprendre, en particulier sur les armoiries, me semble-t-il. Voilà, sur les armoiries. Alors pourquoi les armoiries? J'en ai même parlé un petit peu déjà à M. Montagu. Préparons, oui. À l'époque, quand j'étais élu, les gens à la mairie viennent poser tout un tas de questions. Et à cette époque-là, le club de rugby était en pleine ascension, les associations sportives, et les gens ont posé la question, pourquoi à Ribérac on joue en jaune et vert? Alors bon, parce que ce sont les couleurs des armoiries. Et pourquoi ce sont les couleurs des armoiries? Alors là, je me suis dit, quand même, il faut que je cherche. Et j'ai entrepris une certaine recherche, donc, un peu partout. Je suis allé à la bibliothèque, ici, et on m'a donné... la bibliothécaire, c'était Anne-Marie Martinarina. Elle m'a trouvé un livre qui était écrit par M. Froidefond de Boulazac sur les armoiries de la noblesse périgourdine. Et ensuite, je suis allé aux archives. Et j'ai parlé aussi à un monsieur de Ribérac qui s'appelait monsieur Max Prader, qui était un vieux Ribéracois qui s'était occupé de l'office. C'est un coutelier. Coutelier, il tenait la coutellerie là, à Qui est côté de décédé la il n'y a BNP. pas longtemps et qu'on Oui, regrette. qui était de n'avoir- centenaire d'ailleurs. Qu'on regrette de ne l'avoir pas interviewé parce qu'il avait. Ah oui, il savait plein de choses. Il m'avait dit, il me connaissait depuis, tu devrais écrire à la commission héraldique de France, qui est une commission qui est chargée des armoiries de tout le pays. C'est ce que j'ai fait, et j'ai eu des réponses très intéressantes. On s'est aperçu que les armoiries de Ribérac remontaient à l'époque de Louis XIV, parce qu'à cette époque-là, Ribérac n'existait pas en tant que commune. Ah oui, C'était au carrefour de trois paroisses, voilà. Faye, Saint-Martin et Saint-Martial. Saint-Martial. Voilà. C'était donc la capitale administrative d'une communauté de paroisses. Exactement. Et c'était le seigneur qui dirigeait un peu tout ça avec son personnel. Et il y avait un château encore. Et il y avait un château, Voilà. bien entendu. Et cette communauté de paroisses, donc, a été obligée par Louis XIV, puisque à avoir des armoiries. Pourquoi? Parce que Louis XIV était toujours à la recherche d'argent. Et avoir des armoiries, il fallait les faire, il les faisait faire à ses services, c'était payant, et après il fallait l'enregistrer dans le Grand Armorial de France, et c'était encore payant. Donc c'était un moyen élégant de récupérer de l'argent, et puis en même temps il devait revaloriser les groupements de communes ou les communes. On ne pouvait pas refuser au Roi Soleil quand même. Non, on ne pouvait pas refuser. Alors ça a été fait, et on a été enregistré exactement en 1596 au Grand Armorial de France, qui était dirigé par le généalogiste du roi Charles d'Hozier, et on était enregistré exactement sous la forme actuelle, avec la description suivante, je la note parce que quelquefois je ne m'en souviens pas: d'or à trois faces de sinople, au sautoir d'argent brochant, chargé en cœur d'une étoile d'azur. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? D'or, c'est-à-dire la couleur jaune, c'est la lumière qui ici symbolisait la luminosité de la région. On est une région quand même assez lumineuse, mais aussi le blé, la richesse dont je vous parlais. Oui, la précédente Voilà. émission. Les trois faces, alors c'est pas des faces, ce sont des bandes, les faces en Oui. termes héraldiques, de sinople vert. Trois bandes vertes. Ces trois bandes vertes, c'est les trois vallées qui ont apporté la richesse, la fondation et l'émancipation de Ribérac: la Dronne, le Ribéraguet et le Rieuchaud. Le Rieuchaud, qui est ce petit ruisseau qui passe à côté des stades du lycée, hein, et qui est un affluent du Ribéraguet, donc un sous-affluent même de la Dronne, mais qui se trouvait sur une voie romaine. La voie romaine qui allait vraisemblablement de Bordeaux vers Limoges ou Berry, et dont on a retrouvé des traces quand on a fait des fouilles archéologiques à la zone de Laborie. On l'a, la voie romaine, là-bas. Elle y est, elle existe. Elle enjambait la Dronne à un endroit très précis qui était le Chalard. Oui. Il n'y avait pas de pont, il y avait un gué. Le guet avec les moines qui faisaient payer Mais avant, ce n'était pas les moines. avec un bac. Avant, c'était une garnison.
que le comte du Périgord avait installé ici pour empêcher les Normands de remonter la Dronne pour aller piller Brantôme. Ils y sont allés en 848 et il paraît-il qu'ils seraient revenus en 857. Ils seraient au moins passés 2 fois. Donc on avait une garnison et c'est là que Ribérac a pris sa naissance. Ribérac, ça vient de Riviera à Ripara, le bord de la rivière. Vous voyez ? Donc c'était là l'origine. Donc les armoiries de Ribérac, en même temps, retracent l'histoire. Et alors cette croix de Saint-André, ce qu'on appelle le sautoir, c'est une croix de Saint-André en argent, c'est en l'honneur des célébrités ribéracoises qui ont fait de Ribérac ce qu'il est. Et on pense bien entendu, on pense à Arnaud Daniel, qui était très célèbre, et aussi aux seigneurs, les premiers seigneurs fondateurs, et en particulier une dame, Marie de Foix de Candale, qui avait reçu la régente Marie de Médicis et le roi de France, Charles IX, ici à Ribérac. Oui, effectivement, donc, on en a parlé aussi. C'était des gens qui ont fait la célébrité de Ribérac. Et alors l'étoile, c'était un symbole de fidélité. Il y a eu des gens qui ont été fidèles à leurs idées, notamment Arnaud Daniel, lui défendait l'Occitan, il était très... D'ailleurs, Aragon lui a rendu hommage dans la lettre de Ribérac que Aragon a écrite en 1940, quand il est venu ici, dans la débâcle, il était dans un régiment qui a stationné à Ribérac. Il était brancardier et il a écrit la leçon de Ribérac dans les yeux d'Elsa. Voilà. Tout à fait à la fin. Voilà. Exact. Donc, il s'est édité, on l'a le texte. Oui, on le trouve dans le livre de poche. Voilà. Donc, et puis il y a certains seigneurs qui ont été... Bon, ils n'ont pas tous été brillants, ils n'ont pas tous été fidèles, mais dans l'ensemble, ils ont été quand même assez réglo, si je puis dire. Et même, on peut dire qu'ils n'étaient pas détestés de la population, parce qu'on dit, c'est la Révolution qui a détruit le château. C'est pas vrai. Le château, il était en très très mauvais état à la Révolution, et les révolutionnaires regrettaient bien sûr que le château ne soit pas en état, parce qu'ils y auraient mis des bâtiments administratifs comme la sous-préfecture, le tribunal, ils ne savaient pas où les mettre. Donc, et les seigneurs de l'époque, ils avaient perdu leurs privilèges, mais ils n'ont pas été sanctionnés. C'était pas une famille qui était haïe par la population. Je ne pense pas, d'après ce que j'ai lu et vu écrit. Alors, tant qu'on est dans l'étoile, la devise, c'est In Stella Fides. Voilà. Foi en son étoile. Foi en son étoile. Donc voilà, ça c'est... Foi en son étoile. C'était la devise. C'est aussi pour ça qu'il y a cette étoile. Voilà, c'est pour ça que c'est écrit. Et alors, vous trouvez ces armoiries, vous les trouvez sur des bâtiments publics comme la mairie, vous les trouvez aussi sur l'école Jacques Prévert et sur la caisse d'épargne. Et un bâtiment privé qui appartenait à M. Desbonnières, le marchand de tissus, qui est dans la rue Marc Dufraisse, et qui a fait, vous le voyez encore, qui a fait sculpter les armoiries de Ribérac. Alors, les sculpteurs ne faisaient pas n'importe quoi. Il y avait ce qu'on appelle le langage de la pierre. La façon dont quand ils rayaient ou qu'ils tapaient la pierre, ça faisait une couleur. Si vous vouliez azur, vous faisiez des raies. Si vous vouliez du rouge, vous faisiez des raies verticales. Si vous vouliez du sable, vous faisiez un quadrillage. Si vous vouliez du vert, vous faisiez des rayures obliques. Si vous vouliez de l'or, vous faisiez des petits points par-ci par-là. Et si vous vouliez une couleur blanche, vous ne faisiez rien. Alors si vous regardez bien vous voyez, c'est ça, j'avais trouvé ça là. Si vous regardez bien sur celle qui est sur le balcon de la mairie, notamment, et celle qui est sur le bâtiment des Bonnières, c'est fait à la pierre. Et j'avais donné d'ailleurs au sculpteur qui a fait les armoiries de Ribérac pour le jumelage avec Ricberg, à M. Carcoson, qui expose ici, je lui avais donné ça, et il a fait pareil. Et à la pierre, il a retraduit les couleurs. Donc, on apprend quelque chose. On ne savais pas qu'il y avait des normes. C'est une manière de colorer en noir et blanc. Et on savait exactement. Vous voyez, le vert, c'est ça. C'est des obliques. Et voilà. Exact. Et au-dessus, il y a un château, on voit des créneaux. Alors, au-dessus, bien sûr, il y a une couronne. Alors, cette couronne, ce n'est pas une couronne comtale, car les armoiries de Ribérac n'ont rien à voir avec les armoiries des 4 familles qui ont régné à Ribérac. C'est-à-dire la famille de Bergerac-Turenne, après il y a eu les Pons, après il y a eu les Deidy, et après il y a eu les 2 Chaptes de Rastignac. Ils ont des armoiries complètement différentes entre eux, bien qu'ils soient parents, ils étaient parents. Ils étaient tous par héritage, par mariage, ils étaient tous plus mes parents. Et les armoiries de Ribérac, c'est tout à fait différent. Alors pourquoi cette couronne murale? Cela signifierait que, ce que m'avait expliqué aussi Jean Roux, auquel j'avais demandé pas mal de renseignements, et qui m'avait dit, quand tu fais un texte, tu es prudent. Il faut toujours parler au conditionnel, donner tes sources et ne jamais affirmer de façon péremptoire.
on n'est jamais... On s'aperçoit que, bon, au fil de l'histoire, ça se déforme. Alors, c'est ce que j'ai fait, j'ai bien écouté. Et c'était une colonne murale, ce qui signifie que Ribérac, au Moyen-Âge, aurait été entouré d'une muraille, avec 3 portes. Alors, il y avait la porte Barrière, qui était au bout de la rue du Four. Il y avait la porte Coulot, qui était à côté du Vieux Théâtre. Et la porte de l'Hôpital, qui était au croisement de la rue de la Fontaine et de la rue du 26 mars actuelle. Pourquoi l'Hôpital? Parce que là où est c'était vraisemblablement la léproserie de l'Hôpital. Exact. Parce que l'Hôpital, à l'époque, était où se trouvait vraisemblablement le bâtiment Brunet, un peu par là. Oui. Hein, au nord de la place du Triangle. Vous voyez? C'était l'Hôpital, le premier hôpital. Donc, avant celui des Sœurs Moulin. Moulin. Oui, les Sœurs Moulin, c'est récent. Les oui, Sœurs c'est enfin, 1700 et quelques. Oui, mais c'est par rapport à celui-là. Oui, là, vous parlez du Moyen-Âge. Donc, est-ce que Ribérac a été à un moment donné une bastide, alors? On ne pense pas. Parce que la structure aujourd'hui ne porte aucune parce que Ribérac information à ce sujet. C'est allé du pied du château jusqu'au Ribéraguet. La place nationale existait déjà, c'était le pavé, c'était bon. Alors, est-ce qu'il y a eu une muraille là tout le tour? On trouve une trace du fossé, des douves, entre la nouvelle église et la vieille église. Si vous prenez le petit chemin, le Charrier-Roux, comme on l'appelle, vous voyez qu'il y a des jardins en contrebas. C'était les douves, non pas du château, mais de la ville. Et ce qui explique que l'église de Ribérac se soit fendue. Parce qu'une partie de l'église a été construite sur ces douves remblayées. De l'église actuelle, puisqu'il y avait l'autre église qui était la collégiale. Elle a fendu très rapidement d'ailleurs. Et après, maintenant, on arrive à la stabiliser, mais elle est suivie. Vous verrez, il y a toujours des témoins. Les bâtiments de France s'en occupent. Hein. Oui, bien sûr. Moi, je sais que moi, quand je m'en occupais, les bâtiments de France venaient, et encore, il y a des témoins. Hein. Oui, on les voit. Il y a des témoins. Et vraisemblablement, ces douves continuaient et allaient jusqu'à la porte là-bas, et puis ainsi de suite. Ça faisait le tour de la ville, en fait, bien sûr. C'était vraisemblable. Ce qui était une protection aussi pour la population qui habitait au milieu de... protection pour la... Alors, Ribérac était administré par, vraisemblablement, les services du château. Il y a eu des maires aussi qui avaient, avant la Révolution, ils achetaient la charge. Oui, j'en ai parlé, je crois. C'était pas démocratique. Et après la partie de la Révolution, on est arrivé dans un système plus démocratique. Quoi qu'après la Révolution, il y en a qui ont été nommés aussi. Hein. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on avait vu avec Jean-Louis Montagu dans une émission précédente. Tout ça est parfaitement cohérent, finalement. J'avais fait ça, moi, en amateur, mais là, je vois que je rejoins... Mais vous aviez des sources tout à fait correctes, donc... Oui, c'était Raymond d'Arène, les premiers maires, Jean Boyer, Pluchart. C'était des maires, comme vous dites, à charge payante, enfin... Soubiran. Ah, mais cela, c'est après la Révolution. Oui, c'est avant la Révolution. C'est avant Pourtéron. C'est Léonard Baudouin, conseiller du roi, en 1706. Voilà, là, cela, il devait... Je ne sais pas par cœur. Cela, il payait, oui. Je le lis. Mais à partir de la Révolution, non, il ne payait pas, mais certains ont été nommés. Ça dépendait sous l'Empire. Sous l'Empire, nommé un peu. Bah oui. Oh, il y en a eu beaucoup qui ont été nommés. Oui, pas mal. Oui, pas mal. C'est le XXe siècle qu'il y avait la démocratie. Une période plus récente, sous l'État français, sous Vichy, ils étaient nommés. Ah oui, aussi. Il y en a eu 2 qui ont été nommés. La situation dans était l'histoire des maires, particulière. on en parle effectivement et on précise tous ces points. Ça n'a pas toujours été élu comme Non. Alors, parlons peut-être un peu de la collégiale, parce qu'on l'a effleuré. Bon, alors là, avec des armoiries, 7-8 minutes qui restent. Un tour rapide. Hein. Oui. On ne peut pas faire mieux. Non. Alors, la collégiale. La collégiale, moi, je dis qu'elle a une histoire parallèle à celle du château. Bien qu'elle soit plus vieille que lui. Parce que quand le château s'est installé vers l'an 1000, elle était déjà là. Ah, oui. Elle était en bois, vraisemblablement. C'était avant la christianisation, c'était un lieu de culte païen. Parce qu'il y avait une petite fontaine qui a plus ou moins disparu, mais il y a toujours la trace là-haut. Il y avait une petite fontaine. Et de ce culte païen, c'est devenu un culte chrétien. Et après, ils avaient construit vraisemblablement un petit local en bois. Si bien que lorsque le château est arrivé, elle était déjà là, en bois. Et le château s'est construit au début en bois. Oui, comme souvent. Et le général Lemaire a fait des recherches intéressantes à ce sujet. Au début, c'était une espèce de camp retranché, avec une palissade en bois. D'ailleurs, on voit la colline est taillée là du côté sud. Quand vous vous mettez là en face de la caserne des pompiers, vous voyez, c'est taillé de la main de l'homme, c'est pas naturel. Donc ce château, il englobait toute la crête de la commune, tout le cimetière actuel, et ça allait, paraît-il, jusqu'à l'emplacement du château d'eau, vous vous rendez compte? Ah oui, ça fait... Et à l'intérieur de ce camp retranché, on aurait construit un château. En bois, toujours. Oui, comme ça se faisait dans certains... Voilà, et au début, c'est en bois. Et ce n'est qu'à partir du XIe et XIIe siècle qu'on a construit en pierre le château et la collégiale, qui n'était pas collégiale. Alors la collégiale, c'était une chapelle qui était en dehors du château.
le château avait sa propre chapelle. C'était les moines du Chalard qui... Ah oui, en 1500, c'est les châtelains. Oh, alors là, ça remonte. Oui, là, vous étiez pas né. J'étais pas né. Et puis Anne de Pons ont décidé de transformer cette petite chapelle en une collégiale et y mettre leur crypte pour leur sépulture. Oui, pour eux, mais c'était pour eux. Et ils ont pris les moines qui étaient là-bas au Chalard, qu'ils ont transformés en chanoines, il y en avait 6, qui devaient prier pour l'âme, bien sûr, des seigneurs. Des châtelains. Et c'est en 1600 que la collégiale est devenue collégiale. D'accord. Voilà. Alors, le Chalard, j'en reviens toujours au Chalard, le Chalard, bien sûr, quand les Normands ne sont plus passés, les seigneurs qui étaient là-bas, devaient en avoir assez de se baigner les pieds. Bref, il a cherché quelque chose d'un peu plus haut. Et puis d'en haut, il pouvait surveiller aussi le Chalard. Alors, il a laissé quelques troupes, mais il avait surtout fait le château. Et puis après, les troupes, on les a remplacées par des moines. Il y avait un prieuré. Et les moines étaient chargés de faire payer le passage, parce que il y avait un bac. Un octroi, quoi. Voilà. Et puis un jour, il y a eu un différend aussi entre les moines et puis le seigneur, si bien que le seigneur s'est fâché, il a rapatrié les moines, il en a fait des chanoines, et puis là-bas, je ne sais plus ce qui est resté. Bref, c'est comme ça que la collégiale est arrivée. Vous voyez, c'est une histoire un peu confuse, mais il y a une histoire d'argent. Hein. Oui, bien sûr. Les moines qui étaient là-bas n'ont pas dû vouloir payer ce qu'il fallait, redonner ce qu'il fallait au seigneur. Ils devaient avoir un certain chiffre d'affaires, parce que tout passait par eux. Voilà. Tout le commerce passait par eux. Il y a eu quelque chose. Donc la collégiale est devenue collégiale en 1600, et alors à partir de là, elle est devenue bien sûr la chapelle du château. Ils avaient toujours leur chapelle privée, mais ils avaient aussi leur chapelle avec la crypte qui existe toujours. Oui. Elle est toujours à côté, avec quand on a fait les travaux, justement, du temps de Bernard Cazot, on a remis un jour, ça a été terminé en 1998, la veille de la Félivrée. On l'avait ouverte au 88. 88, pardon. En 88, on l'a ouverte en 89 pour la Félivrée, au public. Et c'est là qu'on a creusé pour retrouver le sol initial. Et en creusant, on a trouvé tout un tas de squelettes. C'était les squelettes des prêtres et des personnalités qui se faisaient enterrer dans la collégiale. Et le petit peuple se faisait enterrer autour. Voilà. Alors le sol initial, c'est le sol qui est en bas. Oui. Et on a découvert la crypte. Alors cette crypte, bien entendu, elle avait été pillée à la Révolution. Oui. Et ils cherchaient des cercueils en plomb. Ah. Et bien sûr, on n'a plus rien retrouvé, nous. Ni cercueil, ni traces, ni rien, il y avait de la terre. Ils ont tout fondu pour faire des canons ou pour faire des balles. Mais ils ont été surpris, quand ils ont ouvert les cercueils, ils ont trouvé des nobles en état de conservation parfaite. Parce qu'ils se faisaient... Les nobles de Ribérac n'habitaient plus le château, ils habitaient la région parisienne, à côté de Versailles. Et quand ils se faisaient enterrer à Ribérac. Ah, quand même. Mais ils se faisaient transporter, ils avaient 1 mois de voyage. Donc ils se faisaient momifier. Ah, d'accord. Et embaumés. Si bien que quand ils arrivaient ici, ils étaient intacts. Et quand les révolutionnaires ouvraient les cercueils, ils étaient un peu surpris. Ils étaient anticléricaux, mais enfin, ils étaient quand même un peu inquiets. Alors, ils coupaient les doigts pour garder des reliques. Et c'est ainsi qu'on a une relique qu'on appelle le doigt de la comtesse, que les secrétaires de mairie de Ribérac se transmettent de secrétaire en secrétaire. C'est un petit doigt. Effectivement, on voit les bandelettes. Voilà. Et ça a appartenu à une comtesse. Il y a un papier d'ailleurs. Je crois que c'était Adélaïde, une des dernières comtesses de Ribérac. Il y avait même un papier qui était avec. Vous voyez. Et on peut le voir, ce petit doigt. Voilà. On appelle le doigt de la comtesse. Donc, alors pourquoi les seigneurs n'habitaient plus ce château ? Alors je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La prospérité de Ribérac et du château, ça a commencé avec la collégiale, à partir de la collégiale en 1500. Mais il y a eu les guerres de religion. Ah, oui. Alors en 1565, la régente de France, Marie de Médicis, est venue ici avec son fils, le roi Charles IX, qui était jeune encore. Au moment où elle faisait la tournée du royaume. Du royaume. Pour présenter son et fils. elle a été accueillie par Marie de Foix de Candale, qui était la régente, puisque c'est pareil, les seigneurs étaient trop jeunes pour régner, donc c'est elle qui faisait la régente. Et elle a été accueillie en 1565. Mais en 1568, il y a eu une attaque des protestants ici, qui ont brûlé la collégiale a été brûlée, et qui ont pillé le château, et ils s'en sont servis de caserne même, si bien que les châtelains
se sont enfuis d'ici. Ils avaient une résidence à Montagrier. Marie de Foix de Candale s'est réfugiée à Montagrier. Et après, quand les protestants sont partis, c'est les catholiques qui sont venus, qui ont occupé le château aussi. C'était devenu une caserne. Et le château a été abîmé. Si bien que les seigneurs de Ribérac ont mis du temps à le rénover et puis l'ont plutôt délaissé. Parce que quand ils venaient ici pour percevoir l'impôt, je suppose, ils allaient à Montagrier, ils étaient tranquilles, ils avaient leurs fonctionnaires qui étaient ici, ça suffisait. Et le château, si bien qu'à la Révolution, il était en très, très mauvais état. En fait, ils avaient 3 ou 4 châteaux. Je crois qu'il y en a qui ont été enterrés à Guîtres. Ils avaient d'autres châteaux. Oui, ils avaient d'autres châteaux. 3 ou 4, donc celui-là... La châtellenie de Ribérac était assez grande. Hein. Voilà, ils l'ont négligé carrément. Ils l'ont négligé carrément. C'est dommage. Pourtant, le vicomté de Ribérac a été érigé en comté en 1585. C'était Armand d'Aidy qui est devenu comte au lieu de vicomte. Pourquoi ne s'est-il pas intéressé? Il préférait vivre comme il vivait. Oui, il avait d'autres... Ils étaient plutôt sur la région pure Paris, à côté du roi, pas loin. Quoi, hein. C'était plus ils avaient d'autres prestigieux. propriétés. Mais ils tenaient quand même, pour la plupart, à se faire enterrer ici. Voilà. En gros, brièvement résumé l'histoire. Si bien que la collégiale a survécu. Elle a survécu, pas le château, mais elle la a survécu, collégiale. mais pas le château, parce que la collégiale, on l'a restaurée, bien elle a été entendu, bien restaurée. en 1836, puisqu'elle était devenue église de comment ça s'appelle, Ribérac n'était pas à l'époque une entité religieuse. Ça s'appelle, je ne me souviens plus du terme, paroisse. Ribérac n'était pas paroisse. Il y avait 3 paroisses. C'est en fusionnant les 3 paroisses, Saint-Martial, Faye et Saint-Martin, qu'on a fait la paroisse et la commune en même temps de Ribérac. C'est-à-dire qu'il y avait eu la tentative de l'église de la Trinité. La Trinité. Alors pourquoi l'église de la Trinité? Ça a été fait sous l'égide du curé de Saint-Martin, puisque ça dépendait de Saint-Martin. La paroisse de Saint-Martin venait jusqu'ici. Elle s'arrêtait à la rue Marc-Dufresne jusqu'à l'Hôtel de France. Toute la place nationale, c'était Saint-Martin. Si bien que quand Saint-Martin a demandé son indépendance, on n'allait pas leur donner quand même la place nationale. On a poussé la limite à la fortune là-bas derrière Intermarché. Donc, Eh oui. La paroisse de Saint-Martin était de loin la plus importante. Et c'était le curé de Saint-Martin qui avait fait faire, parce que les gens de Ribérac, il fallait monter là-haut, c'était bon, ils aimaient bien avoir une église en bas, oui. À l'époque, il n'y avait pas de voiture, ils allaient à pied. Oui, alors il fallait monter là-haut, alors qu'il y avait que les gens d'en haut qui allaient là-haut.